finally, to the great, proud people of Iran, I say... Cinquième jour de guerre, la tension a atteint un point de rupture au Moyen-Orient. Les opérations militaires se multiplient sur plusieurs territoires, faisant grimper le lourd bilan humain. On retrouve notre envoyé spécial Antoine Clairaut sur le terrain depuis la capitale libanaise, Beyrouth. Merci d'être avec nous encore une fois, Antoine. Comment décrivez-vous la situation dans la capitale libanaise ? Oui, depuis cette capitale libanaise, eh bien, c'est l'escalade qui est claire et nette entre le Hezbollah et les forces israéliennes. Le Hezbollah, cette milice chiite qui opère sur le territoire libanais. Et donc, ces dernières 24 heures, une claire escalade avec des bombardements israéliens dans plusieurs endroits du Liban et notamment dans le sud de Beyrouth, le sud de la capitale, où eh bien, des frappes israéliennes ont frappé des positions du Hezbollah, d'après Tsahal qui s'est exprimé sur le sujet. Je vous propose d'écouter. Pendant la nuit, l'organisation terroriste Hezbollah a continué à menacer la sécurité des civils d'Israël et à tirer des missiles sur le territoire du pays. Nous continuons à infliger des dommages de plus en plus importants au Hezbollah et lui faisons payer cher sa décision de s'allier au régime iranien avant une nouvelle série d'attaques contre les infrastructures utilisées par l'organisation. Des dommages importants à entendre ce responsable israélien et de fait, le bilan humain s'est élevé à une quarantaine de morts hier soir. Il s'élève désormais à 72 morts et 437 blessés, des chiffres communiqués par le ministère libanais de la Santé. Mais il n'y a pas que des bombardements, il y a également un volet terrestre à cette opération israélienne. C'est des chars israéliens qui ont donc franchi la frontière libanaise et ont fait cette incursion au territoire libanais jusqu'à 6 km à l'intérieur des terres libanaises. Et en ce moment même, c'est le Hezbollah qui le communique, des combats sont en cours au niveau de cette frontière sud-libanaise et au nord d'Israël. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les combats en cours. Et tout ça, bien entendu, cela fait souffrir les populations locales qui sont obligées de se déplacer. Écoutez. Bien sûr, cela vise les chiites, la communauté de la résistance. Comme vous pouvez le constater, toute cette guerre, depuis l'Iran jusqu'aux personnes déplacées en Syrie, y compris la communauté de la résistance ici, dans la banlieue sud et dans le sud, vise clairement les chiites. Regardez la situation dans laquelle se trouvent ces gens, comment ils ont été déplacés. Le trajet jusqu'à cet endroit nous a pris 15 heures. Pendant ce temps, les enfants n'ont pu ni manger, ni boire, ni aller aux toilettes. Les routes étaient surchargées. Aucun mot ne peut décrire la peur et le stress que nous avons éprouvé. À 1h du matin, nous avons été réveillés par des frappes aériennes et des bombardements. À 2h30, nous avons quitté notre maison et avons pris la route dans des rues sombres et bondées. Nous sommes partis pendant la guerre qui a duré 15 ans en Syrie et nous sommes allés dans le sud du Liban, puis nous avons vécu une autre guerre qui nous a de nouveau obligés à quitter nos maisons. Nous avons eu besoin de 12 heures pour arriver à Saïda, tandis que des avions volaient au-dessus de nos têtes et que les frappes continuaient. Et des combats, comme je vous le disais, qui sont toujours en cours au sud du Liban entre le Hezbollah et les forces israéliennes. Le Hezbollah qui dit avoir revendiqué plusieurs attaques à l'aide soit de roquettes, soit de missiles de précision, et le tout en réponse, bien entendu, aux frappes israéliennes, mais aussi pour venger la mort de Ali Khamenei, l'ayatollah Ali Khamenei, qui devrait avoir bientôt un successeur. En effet, d'ici quelques minutes, on devrait apprendre le nom de celui qui va lui succéder. C'est une annonce qui est attendue à la télévision, les médias locaux qui devraient bientôt en faire part, sachant que le ministre de la Défense israélien fait savoir que tout successeur d'Ali Khamenei sera liquidé de la même façon. Les États-Unis, qui eux aussi ont pris en
compte cette composante religieuse qui ont qualifié les autorités iraniennes de fanatiques. Écoutez, c'est Marco Rubio. Ils se cachent derrière ces missiles et ces drones. Ils voulaient arriver à un point où l'on ne pouvait plus les toucher et où ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient avec leur programme nucléaire. L'Iran est dirigé par des fous, par des fanatiques religieux. Ils ambitionnent de se doter de l'arme nucléaire. À la 5e journée de cette opération de grande ampleur israélo-américaine, eh bien, le secrétariat américain à la défense a communiqué une carte, a publié une carte qui rend compte eh bien, des différentes frappes effectuées sur le territoire iranien. Et on peut voir sur cette carte que c'est l'ensemble du territoire iranien qui est pris pour cible par ces frappes israélo-américaines. Quelques chiffres, les États-Unis ont frappé environ 2000 cibles en Iran, d'après le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Plus de 50 000 soldats américains, 200 avions de chasse et 2 porte-avions qui sont mobilisés pour cette opération. Un dernier chiffre, 17, c'est le nombre de navires iraniens, dont un sous-marin, à avoir été neutralisé par les forces américaines. Des bombardements qui, eux, sont toujours aussi meurtriers, toujours aussi importants côté iranien, comme vous pouvez l'imaginer avec les images qu'on a à notre disposition. Le dernier bilan s'élève à 1054 personnes tuées à l'occasion de ces bombardements israélo-américains. Le secrétaire américain à la Défense qui a fait comprendre que ce conflit pourrait s'inscrire dans la durée et de fait, des nouvelles troupes américaines sont en route pour cette région du monde. À partir d'hier et d'ici quelques jours, d'ici une semaine, les 2 armées de l'air les plus puissantes au monde auront un contrôle total du ciel iranien, un espace aérien non contesté. Et comme l'a dit le président Trump, des vagues de frappes plus nombreuses et plus importantes sont à venir. Nous n'avons même pas encore commencé. On l'a entendu, Pete Hegseth qui a fait savoir que les États-Unis étaient maîtres du ciel, qu'ils avaient complètement éliminé tout ce qui était les appareils iraniens et a même fait une déclaration très forte en disant que les États-Unis étaient désormais maîtres du destin de l'Iran. Les forces iraniennes cependant ne restent pas là les bras croisés. Il y a toujours des combats, des attaques aériennes comme 500 missiles et 2000 drones. C'est le compte tenu par le CENTCOM, ce commandement militaire américain déployé au Moyen-Orient, donc toujours très actif, envoyer des drones et des missiles, comme cela a été le cas à Jérusalem, des explosions qui ont retenti dans la grande ville israélienne en fin de journée. Ces autorités iraniennes qui prétendent également avoir frappé durement des bases américaines un petit peu partout dans la région. Écoutez. Un drone Hermès appartenant au régime sioniste usurpateur a été abattu par les forces de défense aérienne du corps des gardiens de la révolution islamique à Khorramabad. La base aérienne américaine d'Issa, au Bahreïn, a été prise pour cible lors d'une opération de grande envergure menée par la marine tôt ce matin à l'aide de drones et de missiles. Au cours de cette attaque, 10 points de commandement et complexes d'équipements clés et stratégiques des terroristes américains sur la base aérienne d'Issa, au Bahreïn, ont été durement frappés par des projectiles iraniens. Parmi les cibles détruites figurait le centre de commandement et de contrôle aérien des terroristes américains, des réservoirs de carburant pour avions et le bâtiment abritant les hauts commandants américains sur la base. Voilà donc ce que l'on peut retenir à l'issue de cette 5e journée de cette opération de bombardement israélo-américain des États-Unis qui sont très sûrs de leur force. On l'a entendu, que ce soit via Marco Rubio ou Pete Hegseth, des propos très optimistes et qui montrent toute la maîtrise que prétend avoir les États-Unis sur ce théâtre d'opération. Mais malgré tout, on a toujours les Iraniens qui sont dans l'action, qui ripostent, toujours à l'aide de drones et de missiles. Et puis on a cette situation préoccupante ici même au Liban, où on craint que ce conflit ne déborde davantage avec des incursions toujours plus profondes des troupes israéliennes sur le territoire libanais. Et puis sans oublier le successeur d'Ali Khamenei qui devrait être désigné dans les toutes prochaines minutes. En attendant de nouveaux développements, je tiens à vous remercier, Antoine Clairaut, pour ce point complet depuis la capitale libanaise, Beyrouth. Le Liban qui subit déjà depuis 3 jours cette guerre qui a été déclarée contre l'Iran. Merci à vous, Antoine.
Et le trafic de pétrolier dans le détroit d'Ormuz a chuté de 90% selon le cabinet d'analyse Kepler. Un choc qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'Europe, fortement dépendante des importations d'hydrocarbures. La Chine et l'Inde pourraient elles aussi être touchées. Analyse d'Igor Kourachenko. Les frappes américaines avec Israël contre l'Iran ont provoqué un vrai séisme sur le marché de l'énergie. Et ce choc n'est pas seulement lié au bombardement, il vient surtout des conséquences de cette opération. Le prix du pétrole a atteint 81 $ et le monde entier s'attend sans aucun doute à ce qu'il atteigne au moins 200 $. Il pillait les ressources et exportait 20 millions de barils de pétrole par jour de cette région. Ormuz, ce n'est pas un simple détroit sur une carte, c'est une artère vitale du commerce mondial. Plus de 20% des flux globaux de pétrole y passent. Quand on menace de la fermer, les marchés s'affolent. Et c'est l'Europe, dépendante de l'énergie, comme on dépend de l'air, qui encaisse en premier. En France, le litre de carburant grimpe au rythme de quelques centimes, autour de 1,77 €. En Allemagne, certaines stations, essence et diesel, montent jusqu'à 2,5 €. Et concernant le gaz, la cotation sur la bourse londonienne a bondi à 750 $ pour 1000 mètres cubes, du jamais vu depuis janvier 2023. Et rappelons-le, on parle d'un conflit qui n'a même pas une semaine. Pour l'instant, ce sont les secousses. Le vrai choc viendra si l'escalade dure. Une campagne plus longue risque de compromettre la reprise naissante de la zone euro et de réveiller les mesures d'inflation que la Banque centrale européenne s'est efforcée de contenir. Certains responsables en Europe commencent à regarder la réalité en face. Si Ormuz se bloque durablement, ce ne sera plus une crise, ce sera un chaos total. Nous entrons dans une situation impossible. Si cela continue, tout le monde en Europe vivra un véritable enfer. Dans ce contexte, la Hongrie et la Slovaquie se distinguent. Elles parlent intérêts nationaux, pas slogan. Pourquoi acheter l'énergie à un prix de luxe quand elle existe ailleurs, notamment en Russie? Sauf que Kiev bloque ces derniers temps des livraisons via l'oléoduc de Roujba. Et de Bruxelles, aucune réaction. La question qui reste en suspens, le choc d'Ormuz va-t-il enfin réveiller une Europe qui a longtemps fait fi du gaz russe ou bien continuera-t-elle à se geler les oreilles par réflexe idéologique? Certains signaux montrent que les esprits commencent à changer. L'UE a clairement fait savoir sa volonté de s'affranchir du pétrole et du gaz russe. Mais les événements de ces 3 ou 4 derniers jours ont compliqué la situation. Et ce n'est pas seulement l'Europe. La hausse des prix frappe aussi les grands importateurs, Chine et Inde. Pékin a des réserves et un coussin de sécurité. Mais à New Delhi, le débat est déjà lancé. Peut-être augmenter les achats en Russie? Et Moscou le confirme, l'intérêt de l'Inde remonte. Maintenant, nous voyons des déclarations de responsables politiques indiens disant que l'Inde s'intéresse de plus en plus à notre pétrole pour le raffinage dans les circonstances actuelles. Il est évident qu'il existe aujourd'hui une grande incertitude liée aux événements au Moyen-Orient. Enfin, un pétrole trop cher n'arrange pas non plus les États-Unis. D'où cette idée brandie par Donald Trump, escorter les pétroliers à Ormuz. Officiellement, c'est pour sécuriser la navigation. En réalité, cela peut être aussi une manière de contrôler le robinet et surtout de réduire la place des concurrents sur le marché énergétique. Comme disent les Américains, rien de personnel, juste du business. La Hongrie a reçu des garanties de la Russie concernant ses approvisionnements en pétrole et en gaz à prix inchangés, a annoncé le chef de la diplomatie hongroise aujourd'hui, Péter Szijjártó, à l'issue de sa visite à Moscou. Il a été accueilli par le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Les détails de cette visite avec notre reporter Daria Vaganova. Le chef de la diplomatie hongroise, Péter Szijjártó, est arrivé dans la capitale russe au début de l'après-midi. Déjà ce soir, il a été accueilli par Vladimir Poutine au Kremlin. La délégation russe comprenait Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, Denis Mantorov, le premier vice-premier ministre russe, et aussi Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Et donc, il faut rappeler que cette visite intervient dans le contexte d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient et la fermeture dans le détroit d'Ormuz, ce qui a provoqué une hausse des prix du gaz et du pétrole. C'est au Kremlin, avant les pourparlers, que Péter Szijjártó a dévoilé le but de son déplacement à Moscou.
Je suis venu pour obtenir une garantie, une confirmation que même en ces temps difficiles de conflit, les hydrocarbures, c'est-à-dire le gaz naturel et le pétrole dont la Hongrie a besoin, lui seront fournis. C'est extrêmement important pour la Hongrie, car grâce au pétrole et au gaz naturel, nous pouvons réduire nos factures d'énergie. C'est un enjeu crucial. Si le pétrole et le gaz naturel ne sont pas livrés à la Hongrie, les prix de l'énergie augmenteront considérablement. Par conséquent, l'oléoduc Druzhba et les autres voies d'approvisionnement en gaz naturel et en pétrole sont d'une importance capitale pour nous. S'exprimant sur les approvisionnements en pétrole, Vladimir Poutine a assuré que la Russie avait toujours rempli toutes ses obligations. Concernant les hydrocarbures, en premier lieu le pétrole, je comprends que cela vous préoccupe. Nous suivons de près ce qui se passe sur les marchés gaziers mondiaux et européens. Nous serons ravis d'en discuter avec vous. Quant à ce qui dépend de nous, nous avons toujours respecté nos engagements et nous comptons bien continuer à le faire. Tout ne dépend pas de nous, certes, mais je le répète, nous avons toujours été des fournisseurs fiables. Lors des pourparlers, Vladimir Poutine a également annoncé que la Russie libérera 2 citoyens hongrois qui avaient été enrôlés de force dans les forces ukrainiennes et faits prisonniers. Ils pourront être rapatriés à bord de l'avion de Petr Sierto déjà ce soir. Plus tôt dans la journée, le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a dévoilé, a confirmé que c'est l'énergie qui sera un des sujets clés lors des pourparlers de ce soir au Kremlin. Et il a précisé que Petr Sierto et Vladimir Poutine discuteront aussi de la situation autour de l'oléoduc Druzhba, Druzhba qui veut dire en russe l'amitié. Rappelons que le 27 janvier, les exportations de pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie ont été interrompues. Cela s'est produit après un incident que les autorités ukrainiennes ont imputé à la Russie et qualifié d'attaque de drones russes. Mais même un mois plus tard, le transit n'a toujours pas repris malgré les demandes des autorités de la Slovaquie et de la Hongrie. Donc les premiers ministres de ces deux pays, Viktor Orban et Robert Fico, ont déclaré à plusieurs reprises que Kiev montait au sujet du dysfonctionnement de l'oléoduc. Des images satellites d'ailleurs le confirment. Après des pourparlers russo-hongrois, Vladimir Poutine s'est exprimé sur la situation sur le marché énergétique européen en ajoutant que l'Occident ne pensait pas à sa population. Ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés européens est bien sûr avant tout le résultat de la politique énergétique erronée des autorités européennes. Il s'agit de l'abus de l'agenda vert, d'une utilisation de tous ces instruments à des fins de politique intérieure et pour atteindre les objectifs de partis ou de groupes, une politique qui n'a absolument rien à voir avec les intérêts des populations de ces pays. Effectivement, les prix du pétrole et du gaz ont augmenté. Concernant le pétrole, cette hausse est compréhensible. Elle est due, entre autres, aux restrictions imposées au pétrole russe. À cela s'ajoute la situation au Moyen-Orient avec l'agression contre l'Iran. Tous ces facteurs s'additionnent et aboutissent à cette situation extrêmement difficile pour les consommateurs. Le dirigeant russe a également ajouté que le service de renseignement russe disposait d'informations concernant des projets d'attentats contre les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream. Aussi, il a ajouté que le comportement de Kiev était très dangereux et agressif. Le président russe a déclaré qu'il avait demandé au gouvernement d'envisager de réorienter les exportations en direction de l'Europe vers d'autres marchés. Il a souligné que la Russie pourrait potentiellement interrompre ses livraisons de gaz sans attendre leur interdiction par l'Union européenne. Actualité en Russie toujours, le ministère russe des Transports a signalé une attaque contre un méthanier russe en mer Méditerranée. Grâce à l'intervention conjointe des services de secours russes et maltais, il n'y a eu aucune victime. Une nouvelle provocation contre Moscou, vraisemblablement d'origine ukrainienne. Le méthanier russe Arctic Metagaz a été attaqué le 3 mars à proximité des eaux territoriales de la République de Malte, État membre de l'Union européenne. Le bâtiment transportait une cargaison en conformité avec toutes les règles internationales depuis le port de Mourmansk. L'attaque aurait été perpétrée depuis les côtes de la Libye avec des drones marins ukrainiens. Le ministère considère de telles actions comme un acte de terrorisme international et une grave violation du droit maritime. Les autorités russes appellent la communauté internationale à ne pas ignorer cet incident qui s'est probablement produit avec l'aide des alliés du régime de Kiev.
C'est une attaque terroriste. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à ce genre de choses. Mais ce qui étonne, c'est le fait que cela aggrave la situation sur les marchés énergétiques mondiaux, sur les marchés du gaz en premier lieu pour l'Europe. Il se trouve que le régime de Kiev mord la main qui le nourrit, c'est-à-dire la main de l'Union européenne. L'UE fournit sans cesse au régime de Kiev une aide tant militaire que financière, tandis que le régime de Kiev pose des problèmes pour l'UE un par un. En ce qui concerne ce comportement du régime de Kiev, en général, il est assez agressif et très dangereux.